Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Villon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Aujourd'hui, on voudrait vous parler d'un sujet qui a forcément touché de près ou de loin nos auditeurs et auditrices cavaliers, l'équitation éthologique. Vous avez peut-être déjà entendu des cavaliers qui prenaient un cours d'éthologie ou qui faisaient de l'éthologie tous les mercredis entre 14 et 15 heures avec leur cheval. Alors déjà, cette appellation, elle est un peu abusive et elle prête à confusion. L'éthologie, c'est bien l'étude du comportement, c'est pas une discipline équestre. C'est une science d'observation, de description et de quantification des comportements normaux. Rien à voir, a priori, avec le travail du cheval. Et pour parler d'équitation éthologique, les anglophones utilisent le terme de horsemanship, qui me semble plus approprié. En fait, plus qu'une discipline équestre, il s'agit d'un courant de pensée, d'une manière de travailler les chevaux qui a vu le jour aux États-Unis. À ce moment-là, le cheval était un outil de travail et quelques dresseurs ont décidé d'adopter des méthodes a priori moins coercitives que celles de l'équitation classique, l'équitation anglaise, en se basant sur la manière dont les chevaux se comportent entre eux. Et ça a marché. Ça a donné des dresseurs très connus comme Buck Brannaman, Monty Roberts ou Pat Parelli. On les appelle aussi des chuchoteurs. C'est d'ailleurs Buck Brannaman qui a inspiré le livre « L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux ». Ces dresseurs étaient réputés pour arriver à faire plein de choses à leurs chevaux en ayant l'air de demander très peu. Et c'est sûr que ça paraît un peu magique et ça fait rêver beaucoup de cavaliers. Du coup, ces méthodes ont été exportées en France sous cette appellation d'équitation éthologique. Mais elles ne sont quand même pas vraiment scientifiques et on va vous expliquer pourquoi. Alors, Laure, déjà, ce qu'il est important de souligner, c'est que derrière la notion de chuchoteur, d'équitation éthologique, il y a la notion de faire comme la nature. On aura un épisode là-dessus axé sur la nutrition des carnivores domestiques, mais il y a deux choses principales qu'il faut garder à l'esprit. D'une part, nos animaux domestiques ne sont, par définition, plus dans la nature. Ils ont développé des méthodes de communication avec l'humain que n'ont pas les animaux sauvages et des adaptations à des milieux très particuliers. D'autre part, la nature ne fait pas toujours bien les choses, loin de là. Elle n'est pas toujours parfaitement douce et bienveillante et n'a pas forcément choisi, si l'on peut dire, le meilleur chemin. Donc, se vouloir à tout prix naturel, ce n'est pas forcément l'approche la plus bienveillante qui soit, loin de là. Oui, et puis si on pousse le raisonnement jusqu'au bout et qu'on veut être vraiment naturel, on arrête de soigner son cheval. On arrête même de le complémenter avec du foin ou des granulés. Et certains chevaux ne sont plus du tout adaptés à ça. D'ailleurs, on ne met même pas de clôture autour de son pré. Évidemment, c'est une manière un peu extrême de voir les choses et personne ne veut faire ça. Mais ça met bien en lumière une chose, si on laisse nos chevaux vivre au naturel, on se rend bien compte qu'on les met en danger. Et surtout, si on veut être naturel, on ne travaille pas non plus son cheval. Alors, bien sûr, les chevaux se sont probablement domestiqués grâce à quelques individus plus familiers de l'humain que d'autres, mais une chose est sûre, la nature n'a jamais voulu qu'on leur monte dessus. Oui, je vais rebondir sur ce que dit Mathilde, parce que c'est certain que les chevaux, ils ne sont pas éthologiquement faits pour qu'on leur monte dessus. Et puis, il y a des annonces très récentes qui ont été faites sur la domestication du cheval, notamment grâce à des études sur l'ADN ancien, qui nous ont permis de savoir de manière précise où et quand le cheval a été domestiqué. Et d'ailleurs, on vous prépare un épisode justement sur la domestication du cheval. Pour en revenir à l'équitation dite éthologique, une chose est assez constante dans les pratiques équestres qui y sont associées, c'est qu'on essaye au maximum d'alléger le matériel utilisé pour travailler les chevaux. On utilise un licol en corde, une longe et un stick. Donc un stick, c'est une grande badine rigide. Donc ce ne sont pas forcément des outils 100% confortables pour le cheval, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'affranchit du mors sévère et des enraînements. On peut se dire que c'est déjà ça, même si évidemment l'os nasal du cheval, sur lequel repose le licol, reste une partie d'anatomie extrêmement sensible. La pression sur le nez, ce n'est pas rien pour un cheval, surtout que les nœuds du licol en corde sont conçus pour appuyer sur des points qui vont faire réagir le cheval. À cette volonté d'un matériel moins sévère et un peu plus naturel, ou du moins plus discret, s'ajoute une volonté de se comporter comme des chevaux. À ce sujet, on lit un peu tout et surtout n'importe quoi quand on fait de la biblio sur l'équitation éthologique. Certains parlent de se placer en dominant, d'autres en leader, et d'autres ramènent carrément le cheval à son statut de proie. Alors, on a déjà abordé la notion de dominance dans le premier épisode et je vous invite à le réécouter si vous nous avez rejoints en cours de route. Mais pour le redire brièvement, le dominant, c'est pas celui qui décide de tout, c'est juste celui à qui on laisse la place au râtelier. Cette notion n'a donc pas grand-chose à faire dans le travail du cheval et Mathilde
Mathilde, on le répétera jamais assez, mais cette notion de dominance-subordination n'a aucun intérêt pour décrire les relations entre un humain et un animal. Oui. Quant au leader, c'est celui qu'on suit, par définition. Donc c'est celui qui a le plus de chances de nous emmener vers quelque chose d'intéressant. C'est vrai que c'est une notion qui est assez sexy dans la relation humain-animal. On a envie d'être celui ou celle que l'animal a envie de suivre. Mais dans la nature, on suit pour aller vers un point d'abreuvement, de nourriture, de repos ou pour fuir un danger. En gros, on suit celui qui a généralement eu raison de bouger. Et c'est pas toujours le même individu qui décide où on se déplace et où on va. Parfois, on suit celui qui va manger, parfois on suit celui qui va se reposer. Ce n'est quand même pas tout à fait ce qu'on fait en équitation, où on demande aux chevaux de bouger là où on le souhaite, en leur apprenant à répondre, à céder à une pression. Oui, et quant à la notion de proie, on va pas vous faire un dessin, mais c'est vraiment pas un statut agréable ou enviable. On parlait tout à l'heure de la nature qui n'est ni douce ni bienveillante. Là, quand on parle d'une proie, on est en plein dedans. Donc si on veut être naturel, entre guillemets, tout en ramenant son cheval au statut de proie et en se comportant comme un prédateur, c'est évident que l'idée sous-jacente derrière ce raisonnement, c'est de faire peur à son cheval et d'obtenir des choses par la peur. Et ça, nous, ça ne nous fait pas vraiment envie. C'est un peu ce qu'a fait Monty Roberts avec son join-up. À l'époque, au milieu des méthodes de dressage brutales et maltraitantes, c'était une innovation basée sur ce que Monty Roberts avait observé en voyant les juments faire avec les poulains. Le join-up, c'est une méthode qui, en gros, consiste à soumettre, entre guillemets, le cheval en le faisant courir jusqu'à ce qu'il montre des signes de peur et de stress. On va mettre le cheval à une allure vive sur un cercle et attendre qu'il se tourne vers nous, mâchonne, baisse la tête. Bref, on va le fatiguer, le mettre dans une situation qui lui fait très peur, l'obliger à courir jusqu'à ce qu'il se résigne. Et tout ça en ayant le souhait de se comporter comme une jument alpha, c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est une notion qui a tout simplement jamais été définie par les éthologues et qui est une espèce de fantasme à mi-chemin entre le leader et le dominant, et une jument toute puissante qui éduquerait les jeunes. Ça n'existe pas dans la nature. Donc Mathilde vient d'aborder ici la notion de résignation ou de résignation acquise, qu'on appelle également parfois l'impuissance apprise ou learned helplessness en anglais. Donc c'est une notion qui est bien connue en éthologie et ça définit un sentiment provoqué par le fait d'être plongé de façon durable ou répétée dans des situations auxquelles on ne peut échapper. Et c'est exactement ce qui est recherché dans le join-up. Ça ne fait pas de cette méthode quelque chose de très éthique en tout cas. Et globalement, en équitation éthologique, il y a une volonté de faire répondre le cheval à la pression. Les cavaliers parlent de renforcement négatif. Oui, alors on prendra plus de temps à l'occasion pour vous parler de la théorie des apprentissages, mais en gros, le renforcement négatif, c'est le fait d'augmenter la probabilité d'apparition d'un comportement par le retrait d'une pression. L'équitation est basée sur des apprentissages par renforcement négatif. Donc on peut se mettre en situation et imaginer un jeune cheval au débourrage, un poulain de 3 ans. Donc pour lui, c'est pas du tout instinctif de répondre à une demande de son cavalier qui exerce une pression avec ses mollets en avançant. C'est un apprentissage. Au début, le jeune cheval, il va pas comprendre ce que ça veut dire de fermer les mollets. Donc, il va donner des réponses au hasard jusqu'à ce qu'à un moment, il se mette à avancer. Et là, la pression des mollets cesse. C'est un renforcement négatif. Le bon cavalier, celui qui est efficace en fait quand il monte à cheval, c'est celui qui met le cheval sur la bonne voie, qui va l'aider à trouver la réponse attendue sans stresser. Et c'est un exemple parmi d'autres. Si on veut faire reculer son cheval, on peut appuyer sur le poitrail jusqu'à ce qu'il recule. Mais surtout, ce qui est important, c'est de lever instantanément toute pression quand on obtient la réponse attendue. En équitation éthologique, il y a vraiment une volonté d'avoir des réponses très rapides à des pressions très fines. C'est ça qui crée l'effet waouh des chuchoteurs. Mais pour obtenir ça, il faut avoir soit un cheval qui répond d'emblée à des pressions minimes, il y en a, des chevaux très sensibles, soit avoir un cheval qui est appris que s'il ne répondait pas à une pression très légère, alors il y a quelque chose de plus fort qui arrive ensuite. Alors évidemment, il n'est pas question ici de dire que les chuchoteurs sont des maltraitants, pas du tout. Simplement, on voulait insister sur le fait qu'il n'y a rien de magique, ni de forcément éthologique dans leur méthode. Ce sont juste des apprentissages bien maîtrisés, avec des pressions appliquées et surtout retirées au bon moment. Le timing est vraiment très important. Et ça demande une maîtrise effectivement que n'ont pas du tout tous les cavaliers. Combien on voit de cavaliers qui insistent pour obtenir 3 pas de reculé quand il aurait fallu commencer par indiquer au cheval au premier pas que c'était bien ça la réponse attendue. Bref, l'équitation éthologique apporte une très bonne base là-dessus. Elle permet de clarifier un peu les choses et de faire comprendre aux cavaliers la théorie des apprentissages. Et c'est pas vraiment un mal en équitation. Oui, et Mathilde, l'équitation étho,
a le mérite de beaucoup inciter les cavaliers à travailler à pied et donc à créer un autre type de relation avec le cheval. Par contre, étau ne veut pas dire bien-être. On voit aussi des chevaux montrer des signaux d'inconfort majeurs et même des vraies réactions de défense parce qu'on aura voulu leur appliquer une pression trop forte, trop rapidement et donc de manière imprévisible. Et ça pose aussi un problème d'éthique. On peut s'interroger sur la pertinence de faire réagir un cheval aussi violemment quand on pourrait bien souvent être plus progressif. Ce qui, je trouve, manque toujours dans ces méthodes qui se veulent être une recherche de complicité et d'une meilleure relation, c'est la motivation. Globalement, quand on lit sur le horsemanship, il est très peu question de récompense. Andy Booth parle un petit peu de caresser le cheval, mais jamais d'autres sources de motivation. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'une étude a justement montré que les chevaux étaient moins motivés par la caresse que par la nourriture. On vous la mettra bien sûr en référence. Oui, et globalement pour moi qui suis une adepte du clicker training, chez le cheval en particulier, c'est une aberration de se priver de récompenses alimentaires quand on voit ce qu'on peut obtenir tellement plus facilement avec. Mathilde vous a enregistré un super épisode en solo sur le clicker training et je vous invite donc à aller l'écouter. Une autre notion qu'on évoque souvent dans l'équitation étau, c'est celle de respect de la bulle. En gros, il existerait une bulle invisible dans laquelle on se trouverait et dans laquelle le cheval se trouverait et il ne faudrait surtout pas que le cheval vienne empiéter sur notre bulle. Alors ça permet de visualiser une limite infranchissable et ça évite effectivement de se mettre en danger. Maintenant, j'ai eu beau passer du temps à observer des groupes de chevaux qui se connaissent bien, je les ai tous vus manger collés les uns aux autres dans les râteliers à foin. Dans la nature, cette notion de bulle, elle est très relative. Les chevaux ont rarement un problème à être collés les uns aux autres, voire ça représente un avantage puisque ça leur permet de chasser les insectes. Donc, la prochaine fois que votre cheval se rapproche doucement de vous pour quémander une gratouille, n'y voyez pas forcément une marque d'irrespect, c'est pas la peine de le chasser. D'ailleurs, on l'a déjà dit, mais la notion de respect, elle est inconnue pour le cheval, ça veut juste rien dire pour lui. En tout cas, si on résume, l'équitation éthologique ne repose pas réellement sur des bases éthologiques. En tout cas, ses fondements scientifiques sont assez discutables. Par contre, il y a derrière une vraie volonté d'utiliser les principes de l'équitation avec pertinence. Comme partout, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès, à ne pas vouloir être trop spectaculaire. Et il faut s'interroger sur ce qui fait que le cheval accepte de travailler avec nous. Est-ce que c'est l'anticipation d'une pression ? Il y a des chevaux qui s'en accommodent très bien, mais encore une fois, si on veut se placer en leader, il faut donner une motivation à nous suivre. Et ça ne s'obtient que par la récompense ou par la peur de ce qui peut arriver si on n'obéit pas à la demande. Par contre, le vrai apport de ces méthodes, c'est qu'elles ont globalement conduit à la recherche de conditions de vie plus sympas pour les chevaux. Moins de boxe, plus de vie sociale, plus de fourrage, et ça, c'est vraiment une bonne chose. Bon, on va vous laisser réfléchir à tout ça. Comme toujours, on sera ravis d'avoir vos retours, questions et témoignages via Instagram ou sur vetologie.podcast@gmail.com. On vous dit à très bientôt sur Vétologie.